Mesdames et messieurs, bonsoir. 2024 sera aussi la bataille des livres. Avant de se rendre aux urnes, il faut ouvrir les pages. Elles gardent jalousement les clés qui permettent de rouvrir les portes du palais présidentiel. Celles-ci partent du présent, mais s'adressent au futur. 298 pages, 9 chapitres. La présidentielle de 2024 sera aussi la bataille des mots. M-O-T-S. L'auteur du livre Construire le Sénégal du futur. Et dans cette émission, Belle Ligne, l'émission des idées, il reçoit celui qui distille les idées à travers son ouvrage, un livre-programme, Boubacar Camara. Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir, Monsieur Sarr, et merci de m'avoir invité. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent et meilleurs vœux à tout le monde. C'est un plaisir de vous recevoir. Un plaisir partagé parce que je vous ai suivi. Je suis un amoureux des lettres et des mots et je m'attaque aux mots M-A-U-X. Et aujourd'hui, en fouillant dans mes bagages, j'ai mis la main sur plusieurs absences. Et c'est ces absences-là que je contribue à combler en montrant où doit-on diriger le cap de notre pays. Et c'est l'objet de cet ouvrage. Construire le Sénégal du futur. Vous êtes directeur général adjoint des douanes du Bénin. Vous aviez servi dans l'administration publique à l'IGE, l'inspection générale d'État, à la douane aussi, docteur en droit, avocat au barreau de Paris en omission volontaire. Vous êtes aussi le président fondateur honoraire du Parti de la Construction et de la Solidarité. Le titre de cet ouvrage est illustratif, il est parlant. Construire le Sénégal du futur. Mais est-ce que le présent, avant de s'adresser au futur, est-ce que le présent n'est-il pas un immense chantier, Boubacar Camara? Le présent n'est pas un chantier, le présent est un vécu. Oui. Nous avons senti, tout le monde a senti, le diagnostic a été fait par d'éminents experts dans tous les domaines. Les gens vivent le quotidien. Toute la question est de savoir comment faire pour ne plus être dans l'éternel recommencement. Et c'est pour cela que nous avons construit une offre en disant, voilà ce que nous avons vécu dans le passé, voilà ce que nous vivons actuellement. Et pour aller de l'avant, il faut montrer aux gens, il faut leur dessiner, comme l'architecte, avant le bâtiment, il vous présente un plan. Vous savez où se trouve la cuisine, où se trouve la salle de bain, etc. Il faut faire rêver en expliquant ce qu'on veut faire. Oui. Et c'est ce que nous avons essayé de décrire dans tous les domaines que nous jugeons importants pour les Sénégalais. Pensez-vous que le livre ou le contenu du livre peut vous faire accéder au palais présidentiel? Non, un livre ne fait pas accéder au président. Ça participe. Non, en fait, le livre, c'est pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Ça s'adresse d'abord à une catégorie très restreinte de la population. Il y a une cible. Et c'est cette cible qui valide. Cette validation intellectuelle, elle est fondamentale. Après cette validation intellectuelle, il y a un volet vulgarisation où tu déclines le livre sous d'autres formes pour expliquer à travers des messages qui vont ponctuer tout ton discours. Et demain, devant les électeurs, ce sera traduit sous d'autres formes, en d'autres langues. Donc, c'est un élément. On ne peut pas aller à l'aveuglette, à la conquête d'un pouvoir, quel qu'il soit. Il faut savoir ce qu'on veut faire de pays. Je ne comprends pas qu'on puisse dire, ouais, donnez-moi le pays, ou bien je veux contribuer à sa construction. Pour faire quoi? Sans programme. Pour avoir un véhicule, des garde-corps, avoir des avantages et tout. Ça, c'est derrière moi. Dis, voilà ce que je veux faire de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche. Voilà ce que je veux faire de la construction, de l'intégration africaine. Voilà comment je veux trouver des solutions à l'industrialisation. Voilà les grandes questions sur la citoyenneté, sur la Constitution, sur les problèmes que nous vivons aujourd'hui et qui constituent des sources de crise. Voilà cette offre que nous avons consignée dans cet ouvrage. Cet ouvrage, à la page 196, vous voulez être président de la République, c'est votre aspiration. À la page 196, vous écrivez « La durée d'exercice de la fonction présidentielle est limitée à 10 ans.
et le mandat fixé à 5 ans. Au cours de sa vie, nul ne peut exercer la fonction de président de la République ou de vice-président pendant plus de 10 ans, quelles que soient les circonstances. 10 ans seulement ou 10 ans par mandat de 5 ans, qu'est-ce qui différencie de votre offre à celle de la Constitution? Alors, notre offre règle deux problèmes. Lesquels? Le premier problème, c'est qu'on dit au cours de sa vie. Oui. Cela veut dire qu'on ne peut pas, quelles que soient les explications, qu'on parte, qu'on revienne, que le mandat soit écourté ou non, personne ne peut séjourner plus de 10 ans au poste de président de la République ou de vice-président. J'y reviendrai. Oui. J'y reviendrai. Alors, ça, c'est déjà très clair. Cela veut dire que si vous faites, par exemple, un mandat de 5 ans, Oui. Vous êtes réélu pour un autre mandat de 5 ans. Oui. Vous commencez 2 ans et, pour une raison ou une autre, vous quittez, vous démissionnez, ou bien vous êtes malade, etc. La prochaine élection, vous ne pouvez plus participer. Parce que si vous participez, vous seriez élu pour 5 ans. Plus les 7, ça fait 12 ans. Donc, vous ne pouvez plus, ce n'est pas recevable. Il n'y a pas d'incertitude. Vous ne pouvez pas déposer en disant « Oh, j'attends le Conseil constitutionnel, etc. » Vous voulez trancher avec ce qui se passe aujourd'hui? Exact. C'est ça? Il n'y a pas d'ambiguïté sur ça. Dès l'instant que vous avez fait 10 ans, vous ne pouvez plus revenir, même après. Si vous avez fait 5 ans, vous êtes battu, vous pouvez revenir la prochaine fois. Mais si vous revenez la prochaine fois, vous ne pouvez pas faire 10 ans. Vous ferez 5 ans. Au cours de votre vie, vous ne pouvez pas dépasser 10 ans de séjour au pouvoir. C'est ce que dit notre Constitution, non? Non, il ne peut justement. faire 2 mandats successifs. Non, le mandat qui est limité à 5 ans en 2016. Là, c'est la succession qu'on Oui. évite. Si la succession est rompue, automatiquement, vous êtes en règle. Vous pouvez revenir même pour 10 ans. Aujourd'hui, quelqu'un peut faire 15, 17 ans au pouvoir avec la Constitution actuelle. Ah oui? Oui. Pourquoi? Vous faites un mandat. Aujourd'hui, je vous dis, Macky Sall démissionne avant 2024. Oui. Il a fait 11 ans. Oui. Il n'a pas fait 2 mandats successifs, parce que c'est 2 mandats de 5 ans. Oui. Il a fait 11 ans. S'il démissionne aujourd'hui et il se présente aux élections de 2024, il peut encore briguer 2 mandats. On a dit nul ne peut exercer. On n'a pas dit nul ne peut être élu. Donc, ces ambiguïtés-là, c'est ça que nous avons essayé de régler. De façon très claire, parce que la langue a toutes les clés pour régler ces questions. Mais lorsqu'on veut introduire l'ambiguïté, on l'introduit. Voilà un peu la rupture. Et la deuxième rupture, Oui. c'est que nous proposons un président et un vice-président sur une base paritaire. Si le président est un homme, la vice-présidente C'est une femme. est une femme. Et l'inverse. Pourquoi le poste de vice-président? Pourquoi vouloir réhabiliter le poste de vice-président? C'est un poste très important. D'abord, se réhabiliter pas un vice-président nommé par un président, ce sera un vice-président élu sur un ticket avec le président. D'abord, on veut réhabiliter ça parce que nous connaissons un peu les charges d'un président de la République. Il y a énormément de tâches de représentation, il y a énormément de tâches qui sont liées à la protection du pays, sur le plan sécuritaire, etc. Et aussi, il y a un travail quotidien qu'il faut réaliser. Il y a une relation quotidienne avec les institutions, la société. Une seule personne, c'est toujours difficile qu'il le fasse. Alors qu'on a un Premier ministre qui peut s'occuper, justement, le rôle du Premier ministre n'est pas de s'occuper de ça. Le rôle du Premier ministre, c'est de faire tourner la machine administrative. Et dans notre proposition, on a un Premier ministre avec 15 ministres et des secrétaires d'État qui coiffent 36 directions générales sur la base d'un appel à candidature. Donc, vice-président pour seconder le président. Ensuite, il y a l'empêchement. Aujourd'hui, en cas d'empêchement, qu'est-ce qui se passe? L'Assemblée nationale. Justement, Oui. en cas d'empêchement, on a une rupture. Parce qu'on a un délai pour organiser des élections et un intérim qui est organisé, qui est géré par un président de l'Assemblée nationale. On a connu ici des situations où vraiment c'était difficile. Il suffit que le président de l'Assemblée nationale soit empêché, qu'on soit en train de dire qu'il faut un vice-président. S'il y a un ticket, il n'y a pas de... C'est exceptionnel que les deux soient empêchés. Dès qu'il est empêché, l'autre y va et on organise. Si le temps qui reste pour l'élection
est inférieur à 2 ans, on attend l'élection. Si c'est supérieur à 2 ans, on organise une élection. Donc tout est organisé et on aura une stabilité comme dans tous les grands pays, comme les États-Unis. On ne peut pas avoir de problème de rupture et le problème serait réglé. Un gouvernement de 15 ministres. Ouais. Alors, nous, ça peut faire l'affaire? Oui, ça fait l'affaire, forcément, parce que ça dépend de la fonction, de la conception qu'on a de la fonction de ministre. Vous n'aurez pas de ministre conseiller? Non, enfin, ça c'est autre chose. Ou de ministre auprès du ministre? Non, ça c'est une aberration administrative. Nous avons pensé qu'il faut 3 blocs. Des ministres de souveraineté, il y en a 5, tout le monde les connaît. Des ministres à compétences transversales, comme l'éducation, les infrastructures, la santé, il y en a 5. Et les ministres à vocation sociale et de solidarité, il y en a 5. Ça ne change pas, ces fonctions ne changent pas, même dans le temps. Donc vous avez 5, ça fait 15 ministres. Et les ministres, leur vocation, c'est justement d'appliquer la politique gouvernementale, de l'orienter, d'aller voir les services qui doivent aider à sa mise en œuvre, de travailler avec eux et de répondre à ces... Dans ces ministères, il y aura des directions qui vont s'occuper, par exemple, de la prévention, hygiène, d'autres qui vont s'occuper de la santé, du médicament, etc. Ça, c'est les ministères. Et après, le cœur de l'activité administrative, ce sont les directions générales. Leur travail a un impact sur les ménages et sur les entreprises. Pas politisé du tout? Non, direction justement. Générale, comment? Complètement. Par mérite ou bien par... Comment? 36 directions générales, appel à candidature. Shortlist 3, le président désigne parmi ces 3. Il ne peut pas sortir de ces 3. Vous avez 5 ans, vous avez 3 ans, il y a un cahier des charges, il y a une évaluation à mi-parcours, vous avez tous les avantages qu'il faut, vous faites votre boulot. Et vous êtes supervisé par un secrétaire d'État. Chaque secrétaire d'État supervise 4 ministères. Ils sont 9. C'est des férus de l'administration. C'est un peu ces secrétaires généraux aujourd'hui qui assurent la continuité et qui ont un pouvoir hiérarchique sur les directions générales. Et là, la rupture, c'est que les ministres n'ont pas de pouvoir hiérarchique sur les secrétaires d'État. Les secrétaires d'État ne sont pas membres du gouvernement, mais ils assistent, ils suivent l'action, ils prennent la commande de ce qu'il faut faire et ils actionnent les directions pour le faire, en plus de leur programme. Donc, on aura une administration neutre, dépolitisée et compétente. Le chapitre 8, l'intitulé, c'est « Mettre de l'ordre ». Mettre de l'ordre. Mais comment mettre de l'ordre dans un système qui est aujourd'hui bousculé par l'affaire de la Cour des comptes? Il y a beaucoup de rapports qui se sont succédés, mais surtout dans la gestion des deniers publics. Comment mettre de l'ordre? Parce que c'est un vieux serpent de mer qui apparaît dans chaque régime, Boubacar Camara. Alors, mettre de l'ordre, c'est l'un des chapitres les plus importants, d'ailleurs, c'est le plus gros chapitre. Oui, chapitre 8. Parce qu'on dit que le Sénégal est fatigué du désordre. En réalité, le Sénégal est paralysé par le désordre. Le désordre dans l'aménagement du territoire. Vous voyez un peu, chacun se met où il veut, il n'y a aucune règle n'est respectée. Même les règles qui sont fixées sont violées par ceux-là même qui sont chargés de les appliquer. On voit le désordre dans la sécurité, au niveau des frontières. Dans la sécurité, vous avez vu les agressions, tout ça dans ce pays. C'est le désordre. On a vu le désordre dans la corruption. Aujourd'hui, on a énormément de corps de contrôle. Mais on a les moyens. Ils font des rapports. Parfois, il y en a qui échappent, qui font du bruit, comme le rapport de la Cour des comptes. Mais il y en a qui sont dans le silence des cimetières de l'impunité dans l'administration. Comment faire pour l'organiser? On a 3 blocs. Il y a la prévention, la déclaration de patrimoine, il y a tout ce qu'il faut pour éduquer les enfants, tout le programme pour la corruption, la décision collégiale, comment briser le triangle de feu, c'est la prévention. Le triangle de feu, c'est 3 côtés. Les pouvoirs, personne ne doit avoir trop de pouvoir discrétionnaire pour décider seul sur les deniers publics. Ensuite, il y a les moyens. Il faut que les gens soient traités correctement pour réduire la tentation. Et ensuite, il y a les pressions.
pression politique, sociale, toutes sortes de pressions. Donc, comment briser le triangle de feu à partir de la prévention? C'est ce qu'on explique, un bloc pour la prévention. Le deuxième bloc, c'est pour l'audit, pour voir est-ce que ça fonctionne bien, et ensuite pour le contrôle. Comment on doit contrôler? Les missions de contrôle, pour voir est-ce que ça a été fait. Contrôle. Tu as un budget, tu rends compte, la reddition des comptes, contrôle. Oui. Le troisième bloc, c'est la répression. L'impunité, c'est le nid. Dès qu'il y a impunité, c'est comme si on encourageait, c'est une sorte de prime à l'encouragement de la corruption. Maintenant, nous, ce que nous avons fait, nous avons proposé une sorte d'office où on regroupe l'ensemble de ces trois blocs, avec une autonomie financière et administrative, avec tous les moyens qu'il faut. Donc voilà cette réorganisation, on mettrait de l'ordre de façon très claire, avec la publication des rapports, avec tout ce qu'il faut pour arrêter la saignée de la corruption. Mais ces trois blocs existent déjà. Mais justement, il faut il faut les regrouper. Il y a l'audit, il y a la répression. Ce n'est pas qu'ils n'existent pas. Quand vous avez, par exemple, quand vous faites des rapports et que ces rapports atterrissent sur la table du président qui décide de leur sort, c'est pas sérieux. Quand tu as fait des rapports, on poursuit les uns parce qu'ils sont politiquement de l'autre bord et que les autres sont couverts, ça n'est pas sérieux. Donc, vous voyez, quand on diligente des enquêtes et que les résultats arrivent et que ça finit, même si vous touchez la justice, il n'y a pas de suite, ça n'est pas sérieux. Donc, ce sera fini tout ça. On aura l'office avec vous l'appelez l'Office central de prévention, de contrôle et de lutte contre la corruption. Exactement. Et les délits voisins. Voilà. Qui devraient remplacer tous les autres, pas remplacer. Ils auront les mêmes, les condensés. Ils auront le pouvoir, ils auront les avantages qu'il faut. Chacun sera chef d'un bloc. Il y aura un boss de l'ensemble de la situation qui va être garant de la coordination. Il y aura des structures pour développer la politique de lutte contre la corruption dans ce pays et contre toutes les malversations. Et vous allez voir comment la situation va changer. Et quand on parle de corruption, de malgouvernance, de détournement et de deniers publics, pourquoi ce sont les élites politiques qui sont sur la sellette? Non, ce n'est pas seulement les élites politiques. Les Anglais disent « it's a two to tango ». En matière de corruption, il faut être deux. Il y a un corrupteur et un corrompu. C'est tous les secteurs, le privé, tous les gens qui font des transactions. Oui, les élites. Maintenant, non, c'est ça. Oui. Il faut protéger, parce que c'est eux qui ont le pouvoir de décider de l'utilisation des deniers. Parce qu'il faut que l'argent circule pour que les gens puissent en tirer une partie. Et cette partie qu'ils tirent et qui est planquée, aujourd'hui, si tu regardes les chiffres de l'OCDE, les montants qui sont planqués à l'étranger, qui sont issus de transactions louches, sont suffisamment. Ça fait plus de 142 milliards de dollars. Ça suffit, c'est-à-dire qu'avec 72 milliards de dollars, on peut refaire l'ensemble des infrastructures en Afrique. L'ensemble des infrastructures. Vous imaginez? Donc aujourd'hui, l'Afrique n'a aucun problème. L'un des vrais soucis, c'est qu'on a des élites politiques qui pillent les ressources de notre pays et qui ne les exploitent pas de façon opportune. Mais comment vous avez occupé des postes de responsabilité qui sont importants dans l'administration? Nous qui sommes des novices en la matière, mais comment ça se passe? Il y a les organes de contrôle, il y a les éléments de répression, il y a des audits, et pourtant, à chaque fois, les rapports des corps de contrôle tressent un tableau noir. Comment ça se passe? Mais justement, c'est ce que je vous ai dit. Parce que simplement, c'est organisé de sorte qu'il y a toujours quelqu'un qui peut bloquer. Toujours? Ouais, c'est toujours comme ça. Il y a toujours quelqu'un qui... Le président, par exemple, tous les rapports qui viennent chez le président, c'est à lui de décider s'il faut mettre le coude ou bien s'il faut laisser avancer. S'il ne donne pas de directive, il ne passe rien. C'est comme ça, le système. On l'a élu pour avoir la possibilité de bloquer des rapports de dilapidation de deniers publics. Et quand vous serez président, tout cela va changer? Mais c'est fini, mais je vous ai dit. Ça veut dire que moi, je ne surprendrai personne. Aujourd'hui, le problème avec les vœux pieux, c'est non, ce n'est pas un vœu pieux. Le parti avant, la patrie avant le parti. Non, mais justement, il y a eu les politiques sont
Ouais, ça, roi des slogans. Mais ce que je vous ai dit au début, c'est pour éviter l'éternel recommencement. Je dis exactement ce qui va se faire. On s'entend sur ce qui va se faire. On demande aux Sénégalais d'élire une équipe autour de ce qui va se faire. Et on surveille la mise en œuvre de ce qui a été promis. Et si le système est mis en place, tel que nous l'avons étudié, organisé, ce n'est pas seulement dans ce domaine. Dans le domaine de l'aménagement du territoire, on préconise le transfert de la capitale à Thiès, la réorganisation de tout ça. Dans le domaine de la sécurité, on l'a fait. Dans le commerce, l'organisation du commerce. Dans la santé, dans l'éducation. Nous avons fait... Ouais, justement. Donc, je vous dis, c'est ça. Le premier pas, c'est de dire, voilà ce que nous allons faire dans tel système. Vous prenez n'importe quel domaine. Je vous dis, dans ce livre, voilà ce traité ici, et voilà l'option que nous avons prise. Si c'est bon, on dit, oui, c'est bon, il faut continuer dans ce sens. Si c'est pas bon. Si on s'entend sur ça, c'est une sorte de pacte national autour de comment il faut construire le Sénégal du futur. Si ce pacte-là est OK, le reste, vous allez voir comment le Sénégal va se transformer. Restons sur le chapitre de la corruption. Aviez-vous été éberlué par le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds alloués à la Covid-19? Non, éberlué plus que ça, parce que moi j'avais averti. Depuis octobre, j'ai dit publiquement qu'on a dissous le fonds Force Covid. Et que ce n'était pas normal, on était dans la 3e vague. Comment le saviez-vous? Parce qu'il y avait un décret. Un décret le 30 septembre qui dit c'est dissous. Les biens vont aller au secrétaire régional. Comme ça, à la surprise générale. Et je suis allé dans une émission, j'ai dit, on a dissous, attention, est-ce qu'il n'y a pas d'enquête interne, etc. Heureusement, la Cour des comptes avait déjà programmé dans ses contrôles de 2021 de voir ce qui se passe à la Cour des comptes. À juste raison, parce qu'ils avaient emprunté de l'argent, ensuite il y a des Sénégalais qui ont remis leur argent, y compris des khalifs comme le khalife général des Mourides. Il fallait voir. Ensuite, c'était très sensible. Heureusement. Donc, quand ils ont dissous, je me suis dit, il y avait un problème. Et quand le rapport est sorti, je me suis dit, voilà, ça ne m'étonne pas. Parce que dissoudre un truc comme ça, quand même, il fallait faire un point. Ils ont fait juste un truc pour dire qu'ils ont dépensé ceci, cela, sans vérification. C'était unilatéral. Il n'y avait rien de contradictoire, mais ici, c'était contradictoire. On a dit aux gens, oui, vous avez fait ça. Et ensuite, ils ont pris des textes. C'est organisé. Ils ont pris des textes pour donner des dérogations. Les marchés publics, des dérogations sur le règlement général de la comptabilité publique, des dérogations sur le contrôle qu'il faut faire avant paiement au niveau des finances. Ils ont laissé des gens ouvrir des comptes sans autorisation du ministère des Finances. Ils ont versé de l'argent dans ces comptes qui étaient irrégulièrement ouverts. Donc, il n'y a pas de raison. Tout a été programmé. Vous ne pouvez pas, c'était programmé, vous ne pouvez pas semer des graines, des semences pour l'arachide et avoir du maïs. Ce n'est pas possible. Prenez. Et puis, ils ont pris une partie de cet argent pour financer leur propre budget. Payer l'allocation des sphères ministérielles et tout. C'était un carnage. Donc, tout ça ne sera plus possible dans les schémas que nous avons. L'Assemblée nationale devrait y jouer un rôle important. J'aime bien une expression que vous utilisez dans cet ouvrage, la bataille de l'intelligence. Ouais. C'est important. Dans le champ politique, pensez-vous qu'il y a une bataille de l'intelligence? Ah oui, il y a une très grande bataille de l'intelligence. Ne soyez pas optimiste, Boubacar. Vous savez... Non, ne soyez pas optimiste. Tout dépend de l'orientation. Quelle bataille de l'intelligence vous parlez-vous? Non, quand je parle de bataille de l'intelligence dans le livre, je parle plutôt de comment le cerveau, comment le capital humain, oui, s'il est utilisé à bon escient, peut permettre de gagner, enfin, de faire des sauts qualitatifs extrêmement importants. Et cette bataille est valable dans tous les domaines. Dans le domaine politique, il y a des gens qui pensent qu'ils sont plus malins. Ce n'est pas de l'intelligence, qu'ils sont plus malins que les autres. Ils viennent vendre aux gens un projet qui n'est assis sur rien, écrit nulle part, ou bien tu griffonnes quelque chose, tu dis voilà mon programme, voilà ce que je vais faire. Et pour le faire, vous êtes capable de mobiliser tout l'argent, de donner tout, d'organiser des meetings. Les gens vous suivent. Vous êtes élu, vous avez donné de l'argent, des t-shirts et tout, c'est fini. Le contrat, il est terminé. Celui qui a pris votre t-shirt ou vos 10 000 francs pour vous élire, dès que vous êtes élu, le contrat, il est terminé. Et vous faites ce que vous voulez.
Et donc ça, ils pensent être plus intelligents. Mais le Sénégal regorge de gens qui réfléchissent. Et aujourd'hui, vous voyez, il y a eu combien d'années, combien de pourcentage, quel est le pourcentage de l'abstention aux dernières élections? Plus de 50%. Oui, oui. De gens qui disent « je n'y vais pas Oui. ». Malgré tout le bruit qu'il y a eu autour des élections. Parce que les gens se disent « mais on vote pour qui ?» C'est les mêmes. Ils recommencent, ils vous promettent ça, ils reviennent, etc. Donc justement, c'est les Sénégalais qui doivent se dire pourquoi nous devons confier les rênes du pays à telle ou telle autre équipe à la place de telle ou telle autre équipe. Et donc, justement, cette conscientisation-là, elle est importante et le livre participe de cette mission-là. Je m'agrippe toujours à cette expression, la bataille de l'intelligence. Elle doit se refléter à travers les débats. Quelle note donnerez-vous au débat politique actuellement au Sénégal si et seulement si vous pensez qu'il y a une bataille de l'intelligence dans le champ politique? Oui, mais non, c'est-à-dire que la bataille existe. Maintenant, le niveau de la bataille, non, le niveau de la bataille, parfois, il est trop bas. Quand vous voyez des gens qui se disent hommes politiques, qui n'ont jamais lu aucun livre, qui ne connaissent pas la politique, ne connaissent pas l'histoire du Sénégal, qui commentent l'actualité, ça c'est quand même décevant pour le pays de Senghor. C'est décevant pour le pays de Mamadou Dia, c'est décevant pour le pays de... Malheureusement, ça paie. Mais justement, c'est ça malheureusement, ça paie. Il faut inverser la tendance. Ça paye, mais c'est provisoire. Et nous avons, décidé de ce changement de cap-là. Nous voulons que tous ces intellectuels qui sont dans leur salon et qui ont raison dans leur salon et qui critiquent, qu'ils s'engagent pour que ce pays-là ne bascule pas dans le désordre, ne se maintienne pas dans le désordre. Et c'est cet engagement qui manque. Quand vous laissez le champ à ceux qui ne peuvent pas mener un débat de haut niveau, mais évidemment, tu n'auras qu'un débat de bas niveau. Vous ne pouvez pas rester dans votre salon et avoir raison tout le temps. Ça ne sert à rien. C'est l'engagement. C'est pour ça que, justement, mais pour engager ces personnes raisonnables, il faut leur faire des propositions raisonnables. En leur disant, voilà ce que je vais faire. Ce n'est pas des vues pieuses. Parce qu'un ouvrage, c'est un document scientifique. Oui. C'est un document scientifique. Oui. Ça n'appartient plus à l'auteur. Ça n'appartient plus à l'auteur. Tu argumentes, tu expliques. Il y a des scientifiques qui vont apprécier. Mais vous ne pouvez pas, comme ça, vous donner le droit de venir, comme ça, dire que vous parlez, surtout avec la diversification des médias, on n'y peut rien. Mais c'est ça le problème. Maintenant, c'est un choix. Si les Sénégalais décident sont contents de ça, c'est bien. Ce n'est pas une bataille personnelle. Il faut que l'intelligence revienne sur le terrain. Que l'intelligence ne reste pas dans les salons, ne reste pas dans les facultés. Et quand je parle de l'intelligence, c'est cette faculté qu'on a à comprendre les situations et à prendre les bonnes décisions quand il le faut. Mais aujourd'hui, on banalise tout. Même le savoir. Mais on banalise tout, même le savoir. On banalise tout. On ne valorise même pas. Vous voyez un jeune qui fait un ouvrage intéressant dans un domaine, mais aucune promotion. Oui. Par contre, on est capable de faire la promotion des insulteurs, par exemple. Je vous dis, par exemple. Oui. Voilà. Mais c'est tout un système qui contribue à avilir les gens et à les décourager. Lorsque votre intelligence est émoussée, lorsqu'on vous écrase tous les jours avec des parasites, vous finissez par dire, mais voilà, c'est fini, je suis découragé. Oh, moi, je ne me décourage jamais. C'est important. Décourage jamais. On parle d'éducation maintenant. Oui. On parle de l'actualité. Un enseignant tué à Ndiafat. Un enseignant tué, ça devrait susciter une indignation totale. Un enseignant, c'est une bibliothèque locale, dans les classes. Il y a une partie de votre livre où vous parlez de la valorisation de la fonction enseignante. D'abord, quelle réaction après ce qui s'est passé à Ndiafat, un enseignant qui était en train de corriger ses copies, qui a été roué de coups mortellement. Ça devrait susciter des cancers de casserole. Parce que je pense à mes enseignants et je leur dois ce que je suis actuellement. Pour vous également, Boubacar Camara. Alors, déjà, pour répondre à la question,
je fais une comparaison. Je suis d'un certain âge et j'ai connu l'enseignant que j'ai vénéré, que j'ai regardé comme plus qu'un père, plus qu'une mère, qui te corrige, qui te protège, qui te permet de changer, de devenir ce que tu es devenu. Il vient t'encourager. Cet enseignant-là, il est toujours là, mais les conditions d'enseignement. Cet enseignant-là, aujourd'hui, on l'a poussé dos au mur. D'abord dans les conditions dans lesquelles il est traité. Les enseignants sont obligés de se battre pour avoir des indemnités, pour se faire payer. Parfois même des accords sont signés et ne sont pas respectés. Donc si on ne vous met pas dans les mêmes conditions, dans les conditions de travail, déjà vous êtes fragilisé. Mais si vous êtes fragilisé en tant qu'enseignant, mais votre rapport avec les élèves est fragilisé. Les élèves aussi ont un certain regard enseignant. Ils ont les réseaux, ils ont une façon, le monde a changé, ils ont évolué et ils n'ont plus cette relation. Les parents, protecteurs de leurs enfants, se retrouvent à surveiller l'enseignant. Et la différence d'âge entre les enseignants et les élèves est tellement faible qu'aujourd'hui, c'est des gens qui se frottent dans la société. Et on voit des relations enseignants-élèves qui sont contre nature, complètement contraire à l'éthique. Mais c'est un phénomène social qui est là, qu'il faut savoir combattre pour mettre les cloisons qu'il faut. Ça, c'est un problème. Et maintenant, les agressions. Ce que vous venez de décrire est déplorable, mais c'est une forme d'agression. C'est la forme supérieure d'agression en tuant quelqu'un. Oui. Mais les agressions, c'est verbal, les agressions, toutes sortes d'agressions contre l'enseignant. Toutes sortes d'agressions, de sorte que ça devient un problème de sécurité. Et ensuite, la formation de l'enseignant, le management des établissements scolaires, qui est un métier. J'ai proposé ici des solutions pour le management, c'est un métier. Donc aujourd'hui, c'est le système éducatif lui-même qui a atteint ses limites. Et dans le chapitre 4, je parle de révolution. Je disais que le mot n'est pas de trop. Comment? Mais justement, nous, ce qu'on veut faire, c'est très simple. Il faut mettre, d'abord, le nerf de la guerre, c'est les finances. On met un fonds revolving de 8 000 milliards. Écoutez-moi bien, je parle de 8 000 milliards. Structuré sur la base des ressources naturelles. On a largement... C'est plus que notre budget. Non, ce n'est pas un problème de budget, justement. Le budget, là, il n'est pas sincère. 8 000 milliards, on va 8 000 chercher milliards, ça où? un fonds... Mais justement, on le structure, ça ne fait même pas 10% de nos ressources pétrolières en valeur. Qu'on structure un financement, un fonds revolving, qui peut te permettre même d'avoir le double. Si c'est mis sur le marché avec des produits financiers qui permettent... Ça, c'est un jeu d'enfant pour le faire. Avec cet argent, on met en place un système éducatif réfléchi en gardant les jeunes à l'école le plus longtemps possible. On a défini les trucs en réformant systématiquement l'éducation. Dès l'enfance, les langues, les matières scientifiques, la formation des ingénieurs, tout est décrit. Tout est décrit avec un schéma qui permet de changer systématiquement l'enseignement. À la page 67, vous écrivez « Aucun parent ne devrait plus débourser un seul franc pour la scolarité de ses enfants si ce n'est un choix volontaire. » Absolument. C'est quoi la gratuité de l'État? La gratuité, mais c'est ça le rôle de l'État. Ce qui nous est arrivé avec les bailleurs de fonds. Parce qu'on a un système... L'éducation n'est plus gratuite. Hein. Mais justement, l'éducation est privatisée depuis longtemps. Oui. La plupart, c'est les parents... Et c'est partout. Hein. Mais c'est partout. Oui. Mais justement, parce que les bailleurs nous ont proposé ça. Ils nous ont dit, oui, l'éducation, c'est un transfert social. Et chacun doit prendre... Ils sont partis du postulat que chacun doit prendre en charge l'éducation de ses enfants. Alors que l'éducation, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement sur le capital humain. La santé, c'est un investissement. Et nous avons suivi les bailleurs dans ça. Ils nous ont dit, oui, vous ne pouvez pas prendre les recettes de l'État il y a une limite qu'il ne faut pas dépasser, vous ne dépassez pas X% du PIB ou bien X% des recettes. Et nous l'avons accepté. Alors qu'on a tous les moyens pour développer une éducation et prendre une option réfléchie qui consiste à dire nous avons besoin d'un capital humain. Et ce capital humain, c'est l'éducation, c'est la santé, c'est l'État qui investit sur l'éducation et la santé. Gratuité. Gratuité avec un système de remboursement quand vous commencerez à travailler. Une partie pour renforcer le fonds revolving et permettre aux générations futures de profiter du système. On a fait, je pense que c'est l'un des chapitres les plus élaborés de ce livre sur l'éducation. Oui, c'est une quarantaine de pages. Mais
on a expliqué dans le détail comment il faut faire. Parce que justement, on s'attend à ce type de questions. Ouais, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut avoir l'argent, etc. Oui. Parce qu'ils sont habitués à un système où on vous envoie juste des miettes. Le budget de l'éducation, c'est des miettes. Mais pourtant, on parle de 40%. Mais c'est par rapport à quoi? C'est par rapport aux besoins d'éducation, par rapport au capital humain. On ne peut pas développer un pays sans ce capital humain. Ça n'est pas possible. Oui. Et à long terme. Et il arrive un moment où il y a une cassure. Et ce qui est arrivé, il est arrivé un moment où on a une cassure, l'État ne peut pas supporter, la population augmente et on se repose sur les parents. On met des frais d'inscription pour attraper des trucs, on augmente des trucs. Ils n'ont pas le droit. Quand tu nais dans un pays, c'est un droit à l'éducation. Et c'est à l'État de prendre en charge l'éducation. C'est pour ça qu'on a expliqué de façon claire cette éducation. Et puis il faut l'orienter vers les matières scientifiques. Comment l'orienter vers les matières scientifiques? Nous, dans le schéma que nous proposons, au bac, le jeune, il a 4 langues déjà. Il a fait toutes ses études scientifiques en anglais. Toutes ses études. Toutes les études. À partir de l'école, en anglais, il a fait ses mathématiques, il a fait toutes les études physiques, toutes les études scientifiques sont faites en anglais. Aujourd'hui, si tu ne le fais pas, tu as déjà un retard. Tu vas naître avec un retard parce qu'aujourd'hui, tout se fait en anglais. Toutes les sciences, il y a des livres en anglais. Tu peux lire un livre aujourd'hui, c'est 2 ans après que tu as la traduction. Et la science n'avance pas comme ça. Ça, c'est clair. Il y a aussi d'autres langues, les langues nationales. Oui. Les langues nationales qu'il faut promouvoir, développer avec des choix. Il y a aussi des langues géopolitiques qui sont là. Il y a l'arabe, il y a le français. Il y a des choix qu'il faut faire à un moment donné. Ensuite, il y a la formation professionnelle. Organisée, intégrée dans le système. Mais est-ce qu'il y a une formation dans le système éducatif sur l'artisanat? Il y a l'apprentissage traditionnel. Pourquoi ne doit-on pas former l'artisan dans le système éducatif? Ça n'existe pas. Notre système éducatif n'est pas bon. Quand on fait un peu le résumé. Il n'est pas bon. Mais s'il n'est pas bon, il ne suffit pas de dire qu'il n'est pas bon. Est-ce qu'il n'est pas bon? Oui. C'est une question. Il n'est pas bon du tout. Donc, je vous dis, il n'est pas... C'est-à-dire qu'il est dépassé. Il était adapté à un moment donné. Et pourtant, il a produit des produits, excusez-moi de la répétition, comme vous. Mais bien sûr. Oui. Parce que ce qui s'est passé, c'est quoi? Si vous avez lu Gustave Le Bon, depuis longtemps, Gustave Le Bon, de l'éducation, il a expliqué... sur la pédagogie. Oui, excellent pédagogue. Il a expliqué depuis qu'il y avait un système de bourrage de crâne. Tu apprends beaucoup de choses. C'est récitatif. Oui, tu es admis, tu as le bac avec mention. 6 mois après, on te fait repasser le bac. Tu peux même ne pas passer. Parce que tu es concentré pour répondre à des questions. C'est un bourrage de crâne. Donc, l'éducation avait une finalité. Dans le système colonial, ici, l'éducation, la finalité, c'est de faire des fonctionnaires qui respectent les règles, qui connaissent l'administration, qui ont des diplômes, qui peuvent relayer comme commis ou bien, dans quelques cas, certaines positions comme vétérinaire, comme trucs comme ça. C'est ça qui était là. Mais est-ce qu'on a une éducation qui doit répondre à nos besoins de développement? Non. Donc le système a atteint ses limites. Ça ne veut pas dire que le produit que le système a fourni à un moment donné est mauvais. Nous avons l'éducation dans le système d'avant était excellente. Dans le système d'avant, l'éducation était excellente. Toutes les règles étaient là. Mais c'était la finalité d'avoir quelques gens, une élite, qui est là, bien formée, qui parle bien français, qui, même d'ailleurs, on dit langue nationale, on met de côté, on met des symboles pour ceux qui parlent leur propre langue par erreur, etc. Mais ça, c'est fini. On n'est plus dans ça. On a une masse de gens qui augmentent avec l'augmentation de la population, des jeunes, des nouvelles technologies qui sont là, qui doivent être prises en compte dès le jeune âge pour faire un autre cerveau, pour participer justement à la bataille de l'intelligence. Et aujourd'hui, vous voyez sur Internet, si vous n'y mettez pas de contenu, mais vous allez trouver un contenu qui a été mis par les autres. Donc, c'est une révolution qu'il faut faire sur l'éducation. Et c'est ça qu'on a essayé d'expliquer dans le chapitre 4. On pourrait parler de la santé, de l'aménagement du territoire, de l'élevage, beaucoup de points dans cet ouvrage publié dans l'édition L'Harmattan Sénégal. 298 pages, 9 chapitres
À la plume, Boubacar Camara, merci d'être là. Merci beaucoup, merci de nous avoir permis de parler de ce livre. On aura l'occasion d'y revenir plus largement, chapitre par chapitre, si vous le voulez. Merci beaucoup. En tout cas, merci. C'est un plaisir également, la noblesse anoudine qui nous a permis de réaliser cette émission. Merci également, chers téléspectateurs, d'avoir participé à cette bataille de l'intelligence qui est belle ligne. Continuez de nous suivre et suivez surtout les programmes d'ITV.